À tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va porter sur la façon dont on réfléchit face à un polytraumatisé. C'est une étape indispensable, on va dire, dans la vie d'un smuriste, urgentiste. Et donc, on va voir tout d'abord au niveau des définitions ce qu'il faut retenir. Donc, un polytraumatisé, c'est un blessé qui est porteur d'une ou plusieurs lésions, dont au moins une met en jeu le pronostic vital. Et la traumatologie sévère, c'est la première cause de mortalité chez le jeune. C'est la troisième cause de décès en France. 50 des décès ont lieu sur les lieux. Ça n'a pas trop de sens, mais vous avez compris que ça se passe sur l'endroit de l'événement. 30 ont lieu dans la première heure et 20 par la suite dans les semaines à venir. Et cette fameuse triade mortelle, triade létale, donc sur laquelle on peut intervenir un petit peu. Alors il y a l'hypothermie, bien sûr, on peut intervenir. L'acidose, c'est plus difficile, mais on peut favoriser, avec un remplissage, etc. Et puis la coagulopathie, la fameuse, qui va extrêmement nous gêner. Alors, vous êtes face à un patient comme ça qui est même pas tellement, si polytraumatisé que cela. Vous voyez qu'il a juste une cheville et un crâne. Et bien, comment réfléchir? Ça va être toute la question du topo. Comment on va réfléchir face à ce genre de patient? Et bien, la première chose, selon, des recommandations, de médecine intensive et réanimation, et bien, ça va être d'évaluer la gravité sur les lieux pour le médecin préhospitalier, mais cette technique fonctionne aussi en milieu hospitalier. Ensuite, de conditionner le patient, on va voir, et après de stabiliser, éventuellement de traiter, et le mot éventuellement est largement de trop, évidemment. Et après, il va falloir le transporter si, par chance, il peut être transporté, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas. Et donc, pour évaluer la gravité, il y a plein de classifications d'échelles qui existent. Et une des classifications, c'est la classification de Vittel. Il y en a une autre d'ailleurs je vais vous présenter, qui est détournée de celle-là. Et donc la classification de Vittel est extrêmement importante à connaître. Alors avant la classification du patient, si vous voyez que la situation est extrêmement grave, si vous voyez qu'il y a un patient en arrêt cardiaque, un autre qui est prêt, presque sur le point de devoir être intubé, il faut, avant de classifier un patient, avant d'évaluer la gravité du patient très spécifiquement, il faut éventuellement recourir à un collègue qui va venir en aide, ou à d'autres collègues, pour ne pas rester qu'une seule équipe, parce que des fois, il y en a plusieurs lors des accidents, par exemple, de la voie publique. Et donc la classification de Vittel est extrêmement importante à connaître. Alors je ne veux pas détailler de manière extrême, mais il faut quand même le lire, parce qu'il y a des points très importants. Vous voyez il y a déjà l'examen initial du patient. Tout patient qui a un score de Glasgow inférieur à 13 est considéré comme un traumatisé grave. Donc 13, ça va très vite. Une saturation inférieure à 90% en air ambiant, c'est-à-dire la première saturation où vous rentrez sur le lieu, sur la scène, un accident par exemple, une voiture, 2 passagers, donc le conducteur, le passager, s'il y en a un qui ne répond pas, de ma à la enfin, qui répond pas à votre question, donc il y a pas de réponse verbale, c'est déjà un Glasgow de 13, hein, c'est à moins de 13, donc c'est déjà très grave. Vous preniez les saturations pour chacun des 2 patients, il y en a un des 2 qui a moins de 90, il y a 2 traumatisés graves. 2 traumatisés graves, ça va très, très vite. Vous voyez que la pression artérielle systolique inférieure à 90, c'est aussi un critère. Les circonstances, s'il y a une victime qui est éjectée, projetée ou écrasée, encore une fois, vous imaginez l'accident, ils peuvent être 2 ou 3, il suffit que celui à l'arrière ne soit pas attaché, il est éjecté. Donc là, tout de suite, on augmente le nombre de patients potentiellement graves de manière exponentielle. Il faut qu'il y ait au moins une victime décédée dans l'accident pour considérer les circonstances comme graves, une chute de plus de 6 mètres, ou on dit 2-3 fois la hauteur du patient, pardon, une explosion ou un blast. Ça, on peut le voir, les cocottes minutes, etc., ou certaines explosions, mais plutôt contexte de guerre. Dans la prise en charge préhospitalière, un patient qui est ventilé, alors on sous-entendu intubé, puisque c'est rare qu'on mette de la VNI à ce moment-là, ou qui a un remplissage de plus de 1 litre, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre bientôt des catécholamines, c'est un patient qui est grave à ce moment-là.
Les lésions observées, donc les traumatismes pénétrants, un volet thoracique qu'on va venir palper, éventuellement, une brûlure grave, hein, un traumatisme du bassin, une amputation de membre, une ischémie aiguë de membre, hein, si vous voyez juste que le membre est froid et qui est hyperalgique, son pouls, eh ben, vous avez déjà un patient qui est grave, ça va très vite, une suspicion de lésion médulaire avec, déficit et cetera et selon les caractéristiques du patient. Âge 65 ans et plus, femme enceinte, 2e, 3e trimestre et des pathologies associées, donc insuffisance d'organes et c'est pour ça que j'insistais pour lire cette, classification, il y a des troubles de l'hémostase, donc s'il prend des anticoagulants, ça va très vite. Je vous laisse juste imaginer une famille, donc les grands-parents, chacun étant âgé, la mère enceinte éventuellement, le père éjecté, 1, 2, 3, 4 et voilà, tout de suite ça fait, une prise en charge qui est extrêmement lourde et complexe pour une seule équipe médicale. Alors, en dehors de cette classification de Vittel, il y a une classification qui a été, faite pour encore stratifier et surtout pour trier, et surtout ça l'idée de triage des patients selon certaines caractéristiques. Cette classification, c'est celle qu'on appelle de Traîneau, qui est dans le Nord alpin et on retrouve un peu ces mêmes caractéristiques. Donc il y a 3 grades, A, B, C, donc C, c'est le plus grave avec, vous voyez encore les mêmes caractéristiques, hein, donc surtout la cinétique. Ça, c'est l'histoire. C'est juste sans examiner le patient, voici ce qu'on a. C'est des caractéristiques. Donc ça, chute de plus de 6 mètres, on peut, juste poser la question à l'appel. Blast, écrasement, piéton renversé à plus de 30 km/h, désincarcéré, donc juste désincarcéré, c'est un grade C tout de même. Un décès sur place encore une fois ou un grade A dans le même véhicule. Un terrain fragile, toujours la même chose, pensez à nouveau aux anticoagulants, hein, et à l'âge parce que, ça va très, très vite, hein, ça va très, très vite. Ensuite, le critère B, alors, je détaille certains parce que c'est important de ne pas les oublier. Alors l'hypoxémie initiale corrigée, c'est-à-dire que le premier il est à moins de 90 de SAT et après il remonte avec une ventilation mécanique. Une déformation thoracique, donc un volet costal, c'est un grade B, c'est très grave, hein. Une hypotension initiale corrigée, donc la première tension est basse et par la suite, avec éventuellement un petit remplissage, bah, il est grade B, donc oui, c'est grave. Sur le plan neurologique, je l'ai dit, hein, Glasgow -13 ou le moteur à -5, une embarrure. Alors l'embarrure, oui, une fois qu'il a un gros pet au casque, on se doute quand même. Une suspicion de lésion médulaire, donc déficitaire. L'échographie, alors là, il doit rentrer les critères échographiques. S'il y a un épanchement présent, pleural, abdominal, on rentre dans du grade B. Donc, heu, si le patient est rassurant, que la cinétique est même pas très élevée, ou éventuellement, on va dire que ça semble grave, que vous n'avez pas fait d'échographie, on peut même pas être sûr qu'il soit pas de grade B le patient. Donc vous vous rendez compte de tous ces critères qu'il faut prendre en compte. Sur le plan anatomique, ici, il y a un bassin, 2 fractures de dos longs, sous-tendu 2 fémurs ou 2 humérus, puisqu'ils contiennent une grande quantité de sang. Une ischémie de membre, amputation, dégantage, écrasement. Alors écrasement au-dessus de poignet ou cheville, parce qu'une une main écrasée, c'est pas considéré comme un grade B. Et un traumatisme pénétrant, mais au-dessus des genoux, donc fémur, humérus. Donc là, c'était pour le grade B, assez lourd, hein, à détailler, mais vous voyez que c'est des critères importants. Et le grade A, enfin, donc c'est surtout l'hypoxémie persistante, moins de 90, malgré la ventilation, et circulatoire, donc une systolique à moins de 90 malgré remplissage ou catécholamine. Et vous voyez l'importance des mots, hein, c'est ou catécholamine, c'est l'un ou l'autre. Bien sûr, un patient en arrêt cardiaque, évidemment il est A, et s'il a récupéré, il est A aussi, puisque c'était quand même une situation relativement préoccupante. Et donc là, on a quand même passé du temps sur l'évaluation du patient. Et après, les recommandations suggèrent de conditionner le patient en posant deux accès veineux, donc de bon calibre, deux voies veineuses, une immobilisation du rachis, tête, cou, tronc, prévention de l'hypothermie, des pansements compressifs, des sutures, des agrafes, une désinfection des plaies, une intubation selon antalgie, anxiolyse. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, mais dans quel ordre pour être le plus efficient et ne rien manquer, puisque dans le stress, je peux vous dire que les choses se compliquent. Eh bien, je vais vous donner un petit peu toutes les astuces que l'on m'a aussi enseignées.
Et bien pour ça, on va s'aider du fameux ABCDE. Donc c'était un médecin dans les années, 50, qui avait déterminé que pour limiter le décès par arrêt cardiaque, il fallait s'occuper du A, du B et du C, et donc dans les suites sont venus le D et le E. Alors pour, tout ça, eh bien, il y a aussi le O pour aucune perte sanguine. Si vous voyez un saignement visible, une plaie, quelque chose qui semble augmenter de volume en raison d'un saignement comme des fémurs, donc il faut palper les os longs, une pâleur notable, eh bien effectivement, il faut s'occuper d'abord de cela avant les voies aériennes. Parce que si le robinet coule, tout l'oxygène part dans le sang et donc il y a plus d'oxygène dans les voies aériennes, donc ça sert à rien de «libérer» entre guillemets. Alors c'est un peu grossier ce que je dis, mais déjà on s'occupe de limiter le saignement parce que il peut mourir extrêmement rapidement s'il y a un saignement actif, surtout a fortiori, hein, quand il y a un gros débit. Donc déjà, on s'occupe des pertes sanguines. Ensuite, le A pour airway, on libère les voies aériennes supérieures et inférieures. Donc on va, pour la clinique tout d'abord, voir s'il y a la parole. On va s'occuper de la fréquence respiratoire en la calculant. Est-ce qu'elle est ample? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'il y a une asymétrie thoracique? Très important. Ça peut être un pneumothorax, un hémothorax. Est-ce qu'on palpe? On palpe le thorax. Est-ce qu'il y a un volet? Est-ce que le patient est cyanosé? Tout ça, ce sont des informations qui peuvent nous donner l'indication d'un traitement. Et donc, pour le O, on l'a vu, le A, on l'a vu. On va passer maintenant au B. Donc le B, c'est pour breathing, aux respirations. Et ben, on va prendre la saturation du patient. Et je vous rappelle les premiers paramètres, hein, il y a la saturation dedans. L'auscultation, est-ce qu'il y a l'abolition du murmure vésiculaire d'un côté ou de l'autre. Et on palpe encore s'il n'y a pas de l'emphysème. De l'emphysème, parce que s'il y a de l'emphysème sous-cutané, ça veut dire qu'il y a eu la rupture, éventuellement une effraction d'air dans une cavité qui en contenait. Donc ça peut être la trachée, par exemple, qui est rompue. Ça peut être eh bien les poumons. Il peut y avoir plein de choses comme ça, une contusion, et cetera. Donc il faut absolument, palper le patient, s'assurer qu'il n'y ait pas d'emphysème. Ensuite, on passe au C. Le C, c'est pour circulation. Je rajoute couverture aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc, là, vous prenez simplement la clinique avec les pouls. Le pouls radial, tout d'abord. Est-ce qu'il est présent ou non? S'il est absent, c'est un critère qui nous oriente vers une tension qui est basse, aux alentours de 70. En tout cas, inférieur à 90, ça c'est sûr. Et est-ce que le pouls carotidien est perçu, filant, rapide, et cetera? Si le pouls carotidien est absent, il peut y avoir une tension, mais alors là extrêmement basse, hein, pré-arrêt cardiaque. Donc bon, il faut agir vite. Il peut y avoir des marbrures, comme vous pouvez le constater, une turgescence jugulaire. Alors là, c'est extrêmement important à regarder parce que bien souvent, on sera amené à poser un colis cervical dans les traumatisés graves et on ne pourra plus voir s'il y a une turgescence jugulaire qui nous oriente vers plusieurs diagnostics. Le premier, le plus connu, entre guillemets, c'est la compression, souvent par un pneumothorax compressif. Alors ça peut être un hémothorax compressif, il peut y avoir aussi une tamponnade éventuellement, mais quelque chose qui comprime le cœur, c'est important à regarder, mais c'est pas toujours présent parce que vous imaginez bien qu'un patient qui fait un choc hémorragique, qui a plus de sang, entre guillemets, et il va difficilement pour avoir une turgescence jugulaire, même si le cœur est comprimé. La présence de sueur, pâleur, froideur, oui, tout ça sont des signes cliniques qu'il faudra rechercher, des signes de gravité. Donc la tachycardie surtout, hein. Et donc le couverture, couverture je l'ai rajouté, pour ne pas, manquer le fait d'avoir la peau froide et donc de devoir réchauffer le patient par la suite, même s'il y a un autre moyen de s'en souvenir. Ensuite on arrive au D pour disability et moi j'ai rajouté aussi dermato dedans, là le score de Glasgow impératif à faire. Oui, qu'il y a le score ASIA, le score, un score sensitif et moteur. Les pupilles à regarder, est-ce qu'il y a une anisocorie? Donc le grade de significativité, le seuil, hein, c'est 3 millimètres. Il faut prendre la glycémie, très, très important, la glycémie. On peut faire des scénarios comme ça, hein, un diabétique qui fait une hypoglycémie au volant, il fait un accident, donc on le trouve comateux et on l'intube et en fait il est hypoglycémique. Vous voyez, on peut tout imaginer, mais c'est possible. Cervicalgie avec, certaines indications par la suite, bref, les déficits moteurs sensitifs.
Voilà, il y a plein de choses à faire en même temps, mais le D, ça va vraiment être le côté un peu neuro et quand je rajoute le dermato, ça va être pour les lésions que l'on peut voir éventuellement, qui nous orienteraient vers quelque chose. Donc le D de dermato, avec disability, sous-entendu par exemple les injections, de toxiques et cetera, et encore une fois la pâleur, vous voyez, pour ne rien manquer et le E à la fin pour, environnement ou exposure pour, ceux qui l'utilisent en anglais. Moi j'aime bien le E d'environnement. L'environnement du patient, les médicaments, puisque vous avez retenu que s'il prend des anticoagulants, tout de suite on passe sur un grade C, hein. Les toxiques, l'alcoolisation aiguë par exemple, la glycémie, je la remets là, mais encore une fois pour pas la rater, parce qu'il faut pas manquer, chacune des étapes. Est-ce que c'est un patient qui est brûlé, éventuellement intoxiqué au cyanure, au CO? Et prendre la température qui fait partie de, cette triade, pardon, létale. Et donc voilà, vous voyez que c'est un peu compliqué de rien manquer. Et donc une fois qu'on a fait tout ça, et ben il faut traiter. Et pour ça, et ben on reprend de A à Z. Comment on fait? Et ben vous voyez, le zéro perte sanguine, on va mettre un garrot, éventuellement. Là sur les images, donc le pansement qui est ici, là c'est le pansement israélien. Là c'est un quick clot. Alors celui-là c'est s'il y a une plaie qui est un saignement actif, mais qui n'est pas profond, de type euh, qui exclut par exemple les plaies par balle. Voilà. Eh bien on va mettre la compresse, on va faire plusieurs tours et puis après on va resserrer. On va resserrer là grâce à ce petit système pour faire un pansement qui est vraiment compressif, vraiment efficace. On peut en positionner deux, hein, d'ailleurs. Alors que là, le Quick Clot, en fait, c'est une des compresses dans lesquelles les gaz sont imprégnés de produits permettant de, alors ça peut être du kaolin ou d'autres, avec un peu de calcium, qui permettent de favoriser la coagulation. Donc ça, on va venir le déballer, c'est très long, hein, ça fait je veux dire plusieurs mètres, mais j'ai pas la taille exacte. Et on va venir l'insérer à l'intérieur d'une plaie. Ensuite, là, vous voyez le garrot, extrêmement important, ça sauve des vies, hein. Et là, la ceinture pelvienne, alors pour la positionner, on la positionne pas au niveau du nombril, ça s'appelle une ceinture, sinon là c'est une ceinture pelvienne, donc au niveau du pelvis, là où il y a les grands trochantères. Et c'est là où vraiment il faut le positionner, qui va permettre de refermer ici au niveau du pubis s'il y a une suspicion de bassin. Et ça fait mal quand on pose une ceinture pelvienne, c'est normal que ça fasse mal, c'est douloureux, mais ça sauve des vies. Ensuite, on passe au A. Donc le A, il y a beaucoup de choses à faire, hein. Vous voyez sur les différentes images, on peut tout d'abord simplement subluxer légèrement la mâchoire pour permettre l'alignement des voies aériennes, surtout chez l'enfant. On pose éventuellement une guédelle, mais s'il y a des troubles de la conscience, parce que sinon ça fait vomir, on peut aspirer s'il y a des choses dans la bouche. Alors le Heimlich, je vous dis pas de faire un Heimlich, c'est une personne qui a un trauma cervical et de lui luxer C2. Je dis juste que dans la réflexion d'un patient qui est grave, eh bien, il faut entreprendre cette mesure si il y a juste une obstruction des voies aériennes supérieures. Voilà. Ensuite, l'exsufflation à l'aiguille en cas de pneumothorax, donc deuxième espace intercostal ou thoracostomie, éventuellement sur l'image de droite au doigt, donc c'est au niveau de la ligne mamelonnaire. Et bah, des fois, on peut être amené dès cette étape-là, avant le B, à intuber le patient. Et donc, bah, en parlant d'étape B, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a à l'étape B? Eh ben, je vous l'ai dit, breathing respiration, on peut mettre de l'oxygène, et effectivement, donc aux lunettes, au masque ou masque à haute concentration avec un réservoir jusqu'à 15 litres. On peut faire un pansement tricoté en mettant la partie ouverte vers le bas pour que s'écoule l'éventuel saignement ou quelque chose qui coulerait, et si nécessaire, une intubation orotrachéale qui est toujours dans ce milieu-là un peu périlleuse tout de même. Pour le C de circulation, deux voies veineuses périphériques, hein, remplissage, puisque bien souvent ils ont quand même saigné, les traumatisés. L'utilisation d'amine, d'acide tranexamique. Moi je mets la couverture avec, même si on pourra la revoir après, mais j'aime bien ne pas manquer les choses. Ensuite, pour le D, donc disability dermato, là ça va être vraiment tout le côté neuro, donc on va favoriser le maintien tête, cou, tronc, donc c'est en un seul acte, hein. Si le patient vomit, on peut le mobiliser, il n'y a pas de souci, mais il faut l'équipe complète.
On lui tourne pas la tête et on lui luxe pas encore la vertèbre. Et vous voyez ces différents systèmes avec, en haut en bleu là, le stiff neck, qui est pas mal, qui se déroule en fait, il est en une seule partie, donc c'est comme on va faire un M j'allais dire. On positionne dessous, on le roule et on va le mettre au-dessus. Alors que le Sauber, celui qu'on retrouve souvent avec les pompiers, il se met en 2 parties. Donc il y a la partie, postérieure qui vient se glisser dessous et après on vient positionner juste au-dessus la partie antérieure. Il faut bien sûr l'adapter au patient parce que des fois on le voit, c'est mal mis. Déplacement du patient sur un plan dur ou sur, le MID, matelas d'immobilisation à décompression, ce qui est en haut. Et des fois, on est obligé d'intuber le patient si sur le plan neurologique il est nécessaire. Et ne pas manquer aussi l'osmothérapie avec le mannitol ou le sérum salé hypertonique si nécessaire. Et enfin, le E de environnement ou exposure. Je sais que certains râleront parce que c'est pas exposure, mais j'aime bien aussi le français, c'est bien de temps en temps. Donc le resucrage pour l'hypoglycémie, le réchauffage si il a froid. Vous voyez qu'il y a 2 fois la couverture, mais c'est pas pour rien, parce que c'est extrêmement important, hein, l'hypothermie. Enfin, de pas être hypotherme. Les antidotes et l'antalgie adaptée. Et donc là, on a fait quand même le tour. Après, il faudra se poser la question de le transporter ou non. Donc par hélico, par voies aériennes ou terrestres, via une ambulance. Dans quel hôpital? Ça c'est la question. Parce que des fois, il y a des centres qui n'ont pas de neurochirurgie ou pas de chirurgie thoracique, enfin voilà. Eh bien, à ce moment-là, il faudra se poser la question du trauma center, l'endroit le plus adapté en respectant la golden hour, la fameuse. Donc, le patient est à déplacer dans l'heure. Juste un tout petit mot sur les chocs, j'avais déjà développé sur une précédente vidéo, donc je vous repasse rapidement les différents chocs, comme ça toutes les animations se mettent en place. Donc le choc hypovolémique hémorragique, c'est le premier, hein, bien sûr dans la traumatologie. Donc là on est dans le choc hypovolémique hémorragique. Après distributif, il y a le choc neurogénique avec la section médulaire C6, enfin, au-dessus jusqu'à C6. Donc il est déficitaire, bradycarde hypotendu. L'hémorragique, donc il est très tachycarde, hypotendu par la suite, et là ça devient catastrophique. Choc obstructif, donc la tamponnade, c'est pareil, c'est catastrophique. Le pneumothorax compressif, donc vous vous souvenez, l'asymétrie, détresse respiratoire, éventuellement la turgescence, ça on exsuffle. Le reste, voilà, syndrome aortique catastrophique. Et les chocs cardiogéniques plus rares, mais qui a dit que le patient n'a pas fait un infarctus qui a provoqué l'accident? Donc, cause-conséquence, il faut quand même faire un électrocardiogramme chez ces patients. Et un dernier petit mot pour le remplissage, sinon voyez la vidéo disponible sur la chaîne. Donc, selon les recommandations, encore une fois, de la SFAR, bien les patients à réanimer en choc hémorragique, c'est des cristalloïdes isotoniques. Donc du NaCl, c'est très bien, isofindine sinon, mais c'est plus cher. Donc NaCl, ça marche très très bien. Et pour l'acidose hyperchlorémique, il n'y a pas plus de décès chez ces patients-là. Donc oui, ça existe, mais c'est pas pour ça qu'on va leur flinguer les reins. Si déjà ils sont vivants à l'hôpital, on aura fait du bon boulot. C'est plutôt l'objectif, hein. Donc pour le reste, le lactate, il y en a qui mettent ça, mais c'est plutôt hypotonique. Donc pour le traumatisme crânien, je vois pas trop la logique, mais bon. Passons au suivant. Et le dernier petit mot que je voulais vous dire, c'était en cas d'ACR traumatique. Donc retrouvez la vidéo sur l'arrêt cardiaque. Encore une fois, hein, arrêt actif, pas de réponse respiratoire ou semble anormal. Et bien à ce moment-là, première chose, on fait le diagnostic d'arrêt cardiaque, on met les patchs et scope éventuellement, ce sera plus précis pour pouvoir analyser le rythme. Et bien souvent on est sur un rythme non choquable. Et donc on continue, hein, donc à partir de l'algorithme, on continue la même prise en charge avec les 5H, 5T. Il n'y a pas grand-chose qui change, juste les étiologies. Un petit tour sur les points clés de cette vidéo qui commence à peut-être être longue. Eh bien, le haut, je vous l'ai dit, c'est pour le saignement, pansement garrot, ceinture pelvienne. Airway, on libère les voies aériennes, on aspire, on met une guédelle, mais attention, pas chez le patient conscient, sinon il vomit. On exsuffle ce qu'il faut exsuffler, le B breathing pour oxygène, intubation, orotrachéale à discuter, le C de circulation, 2 voies veineuses remplissage, noradré
acide tranexamique à ne pas oublier dans les 3 heures, disability donc pour le neuro, l'osmothérapie, collier, plan dur, intubation plus ou moins, le E de exposure ou environnement, glycémie, couverture. N'oubliez pas, les patients peuvent être aussi intoxiqués. Ça peut être du monoxyde ou des cyanures en cas d'incendie, pardon, qui est un incident d'ailleurs. Rappelez-vous que les premiers paramètres sont hyper importants. L'intuition du médecin est souvent quand même pas si mal. Et une dernière chose, on a 1 heure pour ramener le patient. Et donc, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, ne manquez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche des notifications, de mettre un pouce bleu. Ça permet d'encourager le